Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. La maroquinerie est un art qui existe depuis des siècles et tend à perdurer dans le temps. Très prisé dans le monde de la mode, il existe plusieurs pratiques à cet art. Chacun l'utilise afin de mettre en lumière ses idées et de les partager avec son entourage et le grand public. En Polynésie, Vehi et Reinui se sont lancés dans cette aventure avec leur entreprise Whenua Wahine Design qui tourne sans arrêt à plein régime grâce à des créations uniques en leur genre. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation riche entre Philippe, Reinui et Vehi sur le projet Whenua Wahine Design, leur parcours d'entrepreneurs unique et leur projet d'avenir. Yarana, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et encore une fois, les Pacific Buzz se sont déplacés à la presqu'île pour ce nouvel épisode, plus précisément à Taravao. Nous avons été à la rencontre de Reinui et Vehi, les fondateurs de Whenua Wahine Design, bijouterie, sacs, vêtements, un atelier plein de créations et de magnifiques modèles dont ils vont nous parler plus en détail. Reinui, Vehi, Yarana. Yarana. Merci de nous accueillir donc dans votre atelier création. On est à l'étage de votre magasin. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui du coup ne voient pas à quoi ça ressemble, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre magasin et votre atelier? Alors déjà, notre enseigne Vehiani, qui est le nom de notre boutique, en fait regroupe un partenariat de deux enseignes en fait. C'est-à-dire Whenua Wahine Design qui est principalement orienté vers tout ce qui est maroquinerie, couture de robes et tout, et Hanyave Collection qui elle fait uniquement tout ce qui est bijoux et tout. D'accord. Donc on a fait une enseigne pour deux noms. D'accord. On a créé la boutique, on l'a ouverte en 2020, en plein Covid. C'est ça, voilà. le démarrage du Covid. Mais on se connaissait sur les réseaux, on se suivait plus ou moins toutes les deux depuis 2018. D'accord. Et on s'est rencontrés en 2019 et on s'est lancé en 2020 pour créer ce partenariat. Qui est, en fait, notre boutique est au rez-de-chaussée, notre atelier est à l'étage. Elle a aussi son studio et elle est actuellement en prestation extension de style. D'accord. Aussi. Donc voilà. Il y a plein de business dans le même endroit. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Ok, ça marche. Et alors, donc l'entreprise Whenua Wahine Design a été créée par vous deux, d'accord, en 2020, c'est ça 2018. 2018, d'accord. Et le magasin en 2020. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous faisiez avant de créer votre entreprise? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait, cette maroquinerie, cette création, ou est-ce que vous venez de domaines complètement différents tous les deux? On vient vraiment de domaines extrêmement à l'opposé. Hein. Ouais. En fait, pour ma part, je suis charpentier métallique. J'ai travaillé chez NSI pendant 4 ans et avant ça dans d'autres entreprises, dans tout ce qui est métallerie, soudure. Et aujourd'hui, j'ai décidé justement de soutenir madame. Parce que c'est vraiment son projet à elle. Et du coup, moi, j'ai décidé d'arrêter de travailler en dehors pour justement me consacrer à la boutique et vraiment soutenir madame dans son projet. D'accord. Alors moi, de base, je suis fonctionnaire d'État, surveillante pénitentiaire plus précisément. Donc en fait, rien à voir, rien à voir. C'est plus une passion qu'autre chose qui est née de ma première grossesse, puisqu'on est parents de 2 garçons. Et voilà, donc c'est le premier bébé, on veut coudre la première couverture, etc. Et c'est comme ça que c'est parti. Du coup, j'ai fait un sac parce que je suis... Voilà, de base, j'aime la mode locale, j'aime tout ce qui est local. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même. D'accord. Donc, de fil en aiguille, le premier sac que j'ai fait, ça a plu et ça a fait un gros boom en 2018. Puisqu'on utilisait principalement les réseaux sociaux. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Du coup, on a monté carrément une patente, l'entreprise et tout, pour que ça soit tout bien fait. D'accord. Et aujourd'hui, on est à la tête de cette petite entreprise avec un employé qui est en boutique du mardi au samedi. Et voilà. Ok, ça a sacrément grandi en très peu de temps finalement, oui, ça a fait un gros buzz. Alors, il y avait quand même un peu de créativité dans ton métier, Reinui, avant, donc je pense que Oui, en fait moi j'étais plus...
comment on dit ça, perfectionniste justement dans les plans et tout ça pour les bâtiments, pour les charpentes. Et ben, ce côté-là, ben, je l'ai réutilisé justement dans la couture pour faire des patrons, pour pouvoir améliorer au maximum les coutures, tout ça. Voilà, c'est-à-dire que j'avais un modèle en tête et c'est lui qui le dessine en fait. Ouais. Pour que je puisse après le réutiliser. Voilà. La compétence technique, du Voilà, coup, on se alliée à la complète, créativité. voilà, on se complète vraiment, style. c'est-à-dire que je sais ce que je veux, mais pour le réaliser, j'ai quand même besoin de lui pour me créer les patrons, les dessins et voilà, finaliser. Et après, c'est quelqu'un qui est très compétent pour toucher à tout. Du coup, aujourd'hui, il peut faire un sac de A à Z, jusqu'à la prise de photos et la mise en boutique. Okay. Donc voilà. Super polyvalent. Voilà, c'est ça. Faut bien les mots. Oui, donc quand on est entrepreneur, il faut. C'est ça. Et du coup, toi, tu continues malgré tout ton activité en plus ou Oui, alors on fait les deux, c'est-à-dire que des fois, quand je suis au travail, c'est lui qui gère, et quand je suis de repos, puisque je travaille en roulement, du coup j'ai des jours de repos et on est nous deux. D'accord. Comme aujourd'hui. Donc une entreprise familiale. C'est ça. Et alors, est-ce que être entrepreneur, c'est quelque chose que vous aviez en tête avant ou c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à vous naturellement parce que vous voyez vos créations qui marchaient bien? Comment ça... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise, mais c'était pas dans du ce tout dans ce domaine-là. Hein. Mais en fait, moi, c'était vraiment de plus dépendre d'un patron. C'est ça que je ne voulais pas. Hein. Et bon, aujourd'hui, tant mieux, ça marche dans ce domaine, on est content, hein, on est satisfait. Et voilà. Ouais, c'est vrai que non, hein, franchement, le jour où j'ai acheté ma première machine à coudre, je ne pensais pas du tout que ça allait évoluer comme ça. Mais on était obligé, non, mais il fallait répondre à la demande au final. Parce que à force de publier, finalement, ça a attiré de la clientèle. Et on ne peut pas se permettre un peu du jour au lendemain de dire non. Oui, non, voilà. Soit tu restes amateur, voilà, soit vraiment tu y vas et il faut du se lancer. coup, j'ai quand même pris quelques cours, une formation de débutante et c'est en pratiquant que je me suis perfectionnée, on va dire. Mais sinon, de base, non, c'était pas du tout prévu. Mais comme il dit, c'est vrai que je pense que le rêve de beaucoup, c'est d'être son propre patron, d'avoir ses propres règles et d'en vivre en fait. Donc, aujourd'hui, on est satisfait de la tournure. Et d'ailleurs, pour l'avenir, voilà, c'est vraiment d'encore plus développer dans ce domaine. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Déjà, il y a eu la période de Covid, donc c'était pas évident. Mais ça a l'air d'aller. Ça va. Alors on va reparler du Covid dans un moment, mais Inoui, toi qui disais du coup vouloir avoir d'autres projets d'entreprise, est-ce que tu as encore d'autres idées en tête que tu aimerais lancer ou pour l'instant c'est bien avec ça Enfin, pour le moment, on est quand même satisfait de ce qu'on a aujourd'hui, mais dans l'avenir, oui, pourquoi pas relancer une autre branche dans peut-être toute autre chose aussi, dans peut-être restauration rapide ou comme ma passion c'est la pêche. Pourquoi pas dans ce domaine-là aussi, ou recréer une autre entreprise à côté pour mes compétences en métallerie. Je ne sais pas. Pour le moment, on a plusieurs options, voilà, et après, il faudra bien étudier. Généralement, on surfe à chaque fois sur les vagues qui se présentent à nous et en fonction de l'opportunité qu'il y a. D'accord. Et alors du coup, vous disiez, vous avez ouvert la boutique en 2020, pile au démarrage du Covid. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a dû être assez stressant comme expérience? Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'au fait, le Covid a fait que les gens restaient chez eux. Et donc, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et nous, ça a vraiment été les réseaux sociaux le fil conducteur, on va dire, du démarrage de l'entreprise. Hein. Donc, à chaque fois qu'on publie quelque chose, comme il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, ça allait vite. Quoi, hein. Et c'est vraiment ça qui nous a fait connaître, on va dire. Je ne dirais pas merci au Covid, mais, mais presque. Voilà. Hein, c'est vrai que en fait, l'occasion s'était présentée à nous d'avoir cette boutique. On était deux, donc ma collègue qui m'appelle, qui me dit voilà, on a cette opportunité-là, pourquoi pas la saisir? Et c'est vrai qu'au départ, comme à chaque fois, on se lance et après on voit. Parce que du coup, on n'avait pas à réfléchir, parce qu'on aurait pu se dire que non, en période de Covid, il vaut mieux pas et tout. Mais je pense que ça nous aurait freiné.
Et au final, on n'aurait pas eu cette boutique, ça n'aurait pas pris cette ampleur. Mais c'est vrai qu'on a pu toucher une autre clientèle du coup, qui elle n'est pas sur les réseaux en fait. Voilà, ça existe. Il y a des gens qui préfèrent venir en boutique, toucher le produit, voir le produit, essayer le produit et partir avec. Ou on a des cas aussi où ceux qui ont des petits événements ponctuels comme des anniversaires et tout, ils viennent en boutique, ils prennent tout, ils s'en vont. Donc c'était l'occasion. Après, encore une fois, dommage qu'elles sont déjà en prestation, sinon je voulais les représenter. Mais c'est quelqu'un aussi de très passionné, très manuel. Et c'est vrai que quand on avait eu cette boutique, il n'y avait rien à l'intérieur. Donc il a tout fait. Les meubles, le bar, tout. Donc on va dire qu'au départ, on n'a pas... Enfin si, on a eu peur... Enfin c'était un challenge. Mais on n'a pas eu peur parce que, quelque part, je connais avec qui je travaille, je connais ses compétences, je sais qu'on était capable de le faire. Donc on l'a fait. Parce qu'à la base, on n'avait rien à perdre, puisqu'on est déjà bien présent sur les réseaux. Donc au pire, si la boutique ne marchait pas, les réseaux font le reste. Votre activité ne dépendait pas du magasin. Voilà, c'est ça. C'était un plus pour nous. Et c'est vrai qu'à aujourd'hui, c'est mieux d'ailleurs. Parce que du coup, c'est vrai que quand tu travailles sur les réseaux, des fois, et le fait d'être ton propre patron, tu ne t'imposes pas une certaine discipline. Voilà, si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Alors que là, le fait d'avoir une boutique, non, parce que quand tu n'as plus rien, il faut la remplir. Donc ça nous a quand même obligés à fournir régulièrement. Parce que mine de rien, et ça, merci aux clients, parce que ça part assez facilement. Il y a vraiment de la demande. Pourquoi je ne saurais pas le dire, mais voilà, les gens sont... Sûrement répond à un besoin, ou à un style, une demande de style que les gens aiment bien. C'est ça. Donc du coup, c'est de là que c'est parti. C'était un coup de fil. On a vu l'annonce dans... il me semble que c'était sur les réseaux sociaux. Et elle a appelé, elle a dit voilà, on a eu un rendez-vous, ça te dit de venir. Et de là, on est parti. Voilà, donc c'était en janvier. Janvier, même pas, décembre 2019. Et on a mis un mois pour tout bien aménager pour qu'elle sauve le 11 février. Pile un mois avant le confinement. C'est ça. C'était dire, c'était le temps de se chauffer un peu. C'était exactement ça. Mais du coup, vous avez dû la fermer tout de suite après. Vous avez pu rester ouvert quand même. On a quand même pu rester ouvert jusqu'à ce qu'il y ait confinement complet. C'est ça, hein. Oui, on est resté ouvert un peu. Après, il y a eu quand même un mois de confinement. Mais voilà, le truc, c'est qu'on pouvait le faire sur les réseaux. Ça tournait sur les réseaux, donc vous aviez déjà votre clientèle. Il y avait justement cette autorisation de livraison. Donc, on n'a vraiment pas été... Ouais, puis vous aviez déjà 2 ans d'exercice avant, vous étiez connu. Ça n'a pas été trop impactant quand même pour vous. Ok, bon, super. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un moment pour parler un petit peu de votre parcours et de votre expérience d'entrepreneur. Et nous sommes de retour, toujours en compagnie de Vehi et de Renoui dans leur atelier de Fenua Vahine Design. Alors, donc vous nous avez dit que vous avez ouvert l'entreprise en 2018 à peu près, vous avez ouvert votre boutique en 2020, donc là ça fait 4 ans maintenant que vous avez lancé votre marque, donc c'est quand même un bon signe, parce qu'on dit souvent qu'une entreprise au bout de 3 ans, c'est un peu le moment charnière. Du coup, au fil de ces 4 ans, et peut-être un petit peu avant, quand vous avez commencé à réfléchir à votre projet, pendant ces 4 années, quelle a été la meilleure leçon que vous ayez apprise sur vous, sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, et quelle a été la pire leçon? Oula. C'est ça. La leçon que moi, en tout cas, j'ai appris, c'est de pouvoir être polyvalent et de pouvoir m'adapter à différentes situations et différentes personnes aussi. Parce que on dit souvent que le client est roi, mais moi je dirais non, pas toujours, parce que jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain respect. Mais j'ai été agréablement surprise parce que j'ai jamais eu de cas où ça m'a poussée à abandonner. Voilà, j'ai toujours apprécié ce rapport-là entre moi, qui prend les commandes, qui répond à la demande, et jusqu'à la livraison. Ça a toujours été parfait pour moi.
Malgré des petites anecdotes, mais ça va. Alors par exemple, vas-y, donne-nous des anecdotes, on va des croustillants. Non, mais c'est des fois les gens ils savent pas exactement ce qu'ils veulent, du coup ils partent dans plein de trucs et au final on se retrouve à devoir les ramener parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas de confection de sacs, on est obligé de savoir, en tout cas moi, j'aime savoir ce que la personne veut exactement pour que le produit fini. Voilà, on peut pas revenir en arrière, c'est soit c'est fait. Donc il faut que j'ai le maximum d'infos et tout, et des fois eux-mêmes ils savent pas ce qu'ils veulent, donc du coup on part dans des... Ce que tu fais du coup sur demande. Voilà, je fais sur demande, je fais des collections ponctuelles et tout, comme quand c'est la Saint-Valentin, fête des mères et tout, en fonction de la mode aussi de chez nous, du Heiva par exemple et tout. Donc oui, c'est... Non mais... Bon, on va pas tout raconter, vaut mieux pas, mais non, mais il y a des petites anecdotes. Sans dire de nom, voilà, non, mais voilà, ça m'a appris à devoir m'adapter à n'importe quelle situation. Un diplomate aussi. Voilà, beaucoup de diplomates. Mais ça va, ils sont gentils. J'ai pas eu de cas où il y a eu un buzz sur Facebook, où il y a eu... Ouais, heureusement. Oui, voilà. Ça c'est toujours un peu le risque sur les réseaux sociaux. Après le pire... Alors, j'ai bien une histoire en tête, mais je dirais que c'est finalement quand tu commences à te faire connaître, ça attire beaucoup de regards, et pas forcément les bons. Et là, la compétition, elle arrive en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, il y a le soleil brille pour tout le monde. Je ne suis pas là à aller regarder, par exemple, qui me copie, qui fait les mêmes mots. Ça existe. Parce que j'ai des clients qui m'envoient, ah voilà, on a refait tes modèles. Mais moi, je ne m'attarde pas sur ça parce que on s'inspire tous de quelque part. On s'inspire de la nature, de ce qu'on peut voir à l'étranger aussi, de ce qui est à la mode. Donc forcément, je ne dis pas que tout le monde copie tout le monde, mais on s'inspire de quelque part et au final, on essaye de mettre sa griffe sur les créations qu'on fait. Et récemment, je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus. Ouais, en tout cas, c'était l'année dernière où on a attiré les foudres d'une en particulier. Et là, je me suis dit, bon, on ne joue plus dans la cour. Voilà, on est entré dans la cour des grands. Voilà, là, c'est sérieux. Donc, on fait très attention à ce qu'on publie sur les réseaux. Sur notre confection aussi, on essaie vraiment d'être minutieux pour que ça soit pas, que ça soit irréprochable, que notre travail soit irréprochable. Donc voilà, c'est pas la pire histoire que je peux raconter, mais ça m'a appris du coup à faire très attention à ce que je fais. Que voilà, c'est un business, oui, mais il y a quand même des gens derrière qui achètent et tout, donc il faut que ça soit de qualité. Parce que un client satisfait, c'est de la bonne publicité pour nous. Donc voilà, ça m'a appris ça. D'accord. Voilà. Je vais m'arrêter. On n'en dira pas plus. Oui. Et toi, Renouille, les meilleures et pires leçons, c'est les mêmes ou t'as appris d'autres choses Plus à être... comment tu dis le fait de ne pas prendre la petite bête au cas de tour, en fait. Ouais. Tu vois, prendre de la distance. Un peu plus patient, tolérant. Hein? Ouais. Parce que dans mes différents métiers, dans les différents corps de métier auxquels j'ai exercé en tant que chef, je voulais absolument que tout le monde fasse comme je veux. Hein? C'est comme ça et pas autrement. Et avec justement les différentes personnes qu'on a eues avec nous, on était obligé de pas trop être sur eux parce que la couture, il faut vraiment que ce soit minutieux et une fois que tu es trop sur leur dos, si ça dérape, c'est un produit gâché, on va dire. Et du coup, produit gâché, c'est une perte pour nous. Hein. Donc c'est plutôt ce côté-là où moi j'ai dû faire un effort aussi, hein, où ça m'a vraiment appris à être un peu plus tolérant envers les autres. Mais après, il y a toujours eu de bons contacts avec un bon relationnel avec les clients et c'est vraiment ça le positif dans l'affaire. Hein. Toujours être au top avec les clients et avoir une bonne relation avec eux. D'accord. Okay, super. Alors je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport aux copies parce que dans les saisons précédentes, on a interviewé des créateurs plus dans la bijouterie qui nous parlaient des problématiques de copie qui sont assez importantes au Fénois.
Eux, l'idée c'était de dire on protège nos modèles et puis si quelqu'un nous pique, on attaque. Toi, c'est plutôt peu importe ce que vous faites, comment tu vois le problème? Voilà, comment je le vois. Parce que ça existe. Ouais. Ça peut être décevant, hein, franchement, parce que... Alors, une autre anecdote, j'ai pas réagi sur les réseaux sociaux parce que c'est faire un bad buzz. Ça peut être bénéfique pour nous comme négatif. Et je voulais pas attaquer cette personne. Pourtant, j'ai eu des retours de ma clientèle. Alors, elle a acheté un sac chez moi, elle l'a décousu pour le refaire. Ah oui, carrément. Comment j'ai su? Parce qu'en fait... Alors, voilà, ce qui est bien quand tu es entrepreneur, des fois, c'est sur un défaut que tu crées un sac. C'est-à-dire que c'était pas comme ça que tu voulais, mais en fait, il y a eu un truc dans la confection. Et du coup, ça te fait ton propre sac. Voilà, ça te fait ta marque. Donc forcément, un sac fait nous à Varini Design, je vais le reconnaître. Parce que la forme n'est pas pareille, parce qu'elle découle d'une erreur que j'ai faite pendant le dessin et tout. Voilà. Et du coup, j'ai pu reconnaître qu'elle l'avait décousu, clairement, parce que même au niveau de mes anses, j'utilise un matériel que je sais que jusqu'à présent, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'on peut utiliser ce matériel. Sans donner... on ne dira pas lequel. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a remise en question parce que bien sûr, je n'étais pas contente, mais je me suis dit non, je ne vais pas déverser non plus ma fureur, je ne vais pas non plus l'attaquer parce qu'au final, pour les copies, et c'est ce que je pense réellement, c'est que tu perds du temps. Franchement, c'est décevant. Je peux comprendre les créateurs parce que je l'ai vécu, mais au final, tu vas perdre du temps, de l'argent à vouloir attaquer quelque chose qui, hélas, va toujours exister. En fait, ça ne va jamais. Si c'est pas telle personne, ce sera telle autre. Ça sera quelle d'autre. Donc en fait, alors que nous, en tout cas, je pense qu'en tant que créateur, c'est d'utiliser une matière brute, peu importe que ça soit le bijou. Moi, j'utilise le simili-cuir, d'autres vont utiliser le peroré. Mais c'est pour créer quelque chose d'unique, quelque chose que tu as rêvé et que tu le crées. Donc en fait, au final, qu'est-ce qui va se passer? Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que tu vas tellement être focus sur les autres que tu vas oublier pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as créé, pourquoi tu t'es lancé dedans. Il y en a qui vont le faire uniquement pour le business parce que ça marche. Donc c'est les copieurs. Moi j'appelle ça les copieurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'âme. Tu sais, ils vont être à l'affût du moindre truc qui va sortir, ils vont le copier. Oui, ils vont gagner de l'argent, oui. Mais après, c'est là où toi, en tant que créateur, qu'est-ce que tu veux? C'est créer pour vivre de cette passion ou faire du business. Les deux peuvent aller ensemble, mais là, ça va être du mental. Parce que du coup, il va falloir... Moi, en tout cas, ça me pousse à innover. Ça me pousse à montrer que, ok, copie, mais moi, j'aurai d'autres idées. Voilà, toi, c'est un moteur pour aller faire encore mieux. En tout cas, je fais en sorte que ça soit un moteur, parce que sinon, ça va te noyer. Tu vas... Voilà, au final, ta marque sera associée à « Ah ouais, elle a fait un buzz la dernière fois parce que machin a copié. Ah là, elle est en plein... un truc de justice parce que... » Moi, franchement, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas. C'est chiant. C'est des fois décevant, mais au final, voilà. On essaie... voilà, la vie, elle est belle. Je sais pas. Il y a du soleil pour tout le monde. Voilà, le soleil brille. De toute façon, de temps en temps, il pleut. Mais il y a toujours un arc-en-ciel qui arrive. Donc voilà, en tout cas, on essaie de garder cette positivité. C'est pas évident tous les jours. Et j'ai envie de dire, en tout cas, copieurs, c'est un peu gros aussi, de les appeler des copieurs. Mais voilà, à tous ceux qui copient, au final, c'est de maintenir la cadence. En fait. Parce qu'en tant que créateur, ton moteur propre, il est personnel. On a tous quelque chose qui brûle, voilà. Et c'est ce qui nous maintient, c'est ça qui nous maintient en fait, c'est que voilà, ça fait notre carburant et tout. Alors que des copieurs, ils savent pas. Ils copient, voilà, mais ils savent pas l'histoire qu'il y a derrière. Donc au final, quand il n'y a plus d'idées, il n'y a plus d'idées. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça nous apprend aussi à peut-être moins tout publier sur les réseaux. De faire attention vraiment à ce qu'on publie. Parce que aujourd'hui, on a tendance, le plat, allez, hop, on le prend, on le partage. Par contre, je fais des confections sans faire attention. Peut-être que je monte mon patron et tout. Donc, ça nous a appris ça aussi. Il faut être plus stratège dans la communication. Voilà, c'est ça. Après, j'ai envie de dire, je ne peux pas bloquer quelqu'un qui va venir m'acheter une création et après le copier. Ça, je ne peux pas faire. Je pourrais, moi, oui, je connais la personne, bien sûr. Donc, si je la croise, je lui dirai... Je vois dans les yeux ce que j'en pense, mais au final, ça va s'arrêter là. Parce que ce sera peut-être pas ça a été la première, ce sera pas la dernière. Donc,
Puis j'ai l'impression qu'en plus, si tu as eu l'info des clients, c'est-à-dire que vos clients, vous avez une relation avec eux Voilà, qui est différente, de confiance, d'authenticité. Est-ce que ça joue ça aussi Et d'ailleurs, c'est exactement aussi ce que je vais rebondir sur ce que tu as dit. Justement, le fait, du coup, je mets un point d'honneur sur ma relation avec ma clientèle parce qu'au final, on ne peut pas. Comment dire, je peux pas dire par exemple tu me copies machin et tout parce qu'au final c'est le client qui va choisir. Donc si au final le client va acheter chez les ceux qui copient ou qui se sont inspirés de toi, ben tu peux pas leur empêcher parce que c'est quand même leur dire non t'as pas le droit, si ils ont le droit, c'est ça en fait. Donc c'est dire ça en fait, c'est dire au client mais non choisissez-moi, mais pour qu'un client te choisisse il faut te démarquer. Il faut créer la différence, il faut, malgré le prix, parce que des fois c'est aussi le prix. Ceux qui vont te copier, eux, ils vont brader le prix et tout. Donc c'est aussi de rester assez raisonnable dans les prix. La chance que j'ai aujourd'hui, beaucoup me disent elle est pas chère et tout, mais voilà, pour le moment, on va parler aussi de ça, mais à l'époque j'avais pas eu besoin de faire des prix exorbitants parce que c'est quand même aussi trier la clientèle, parce que il faut pouvoir toucher tous les budgets au final. Donc voilà, c'est donner le choix. Okay. Donc peut-être que le fait que certains copies baissent en prix, ça va toucher notre clientèle qui, elle, est beaucoup plus nombreuse et va acheter tout le temps. Mais que pas forcément celle qui recherche l'authenticité de la marque, de la qualité aussi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, je me dis que... Voilà. En tout cas, moi, je garde en tête qu'au final, c'est le client qui a le dernier. On ne peut pas lui obliger de ne pas acheter chez les autres. Non, ça, c'est eux qui vont décider. Et de toute façon, ils vont te le faire savoir. Ouais, c'est ça. Donc, le mieux, c'est de garder une bonne relation avec la clientèle. Et puis, voilà. Ouais, c'est bien, vous voyez ça comme une bonne dynamique, finalement, un moteur pour vous challenger. Vaut mieux, parce que sinon, on se noie. C'est clair. Pas la peine. Ok, alors toute autre question, mais vous travaillez en couple, vous travaillez en famille, vous m'avez dit que vous avez des enfants. Alors, Inouï, tu as quitté ton boulot, donc maintenant tu es à plein temps sur l'entreprise, mais j'imagine que gérer une affaire en famille, ça a des challenges. Vehi, toi, tu as ton boulot à côté, donc vous devez quand même avoir un emploi du temps assez chargé. Comment vous avez organisé votre vie de famille avec ce nouveau projet? C'est comme un bébé, une entreprise. Ouais. En fait, franchement, déjà au niveau des enfants, un grand merci aux mamies. Heureusement qu'il y a les mamies, parce que sinon... C'est nécessaire. Voilà, c'est ça. Et après, c'est vraiment tous les deux se tirer le plus possible vers le haut à chaque fois. Quand il y a un down, d'être toujours là et soutenir l'autre. C'est vraiment ça la force. Et de toute façon, quand tu es complémentaire avec ton partenaire, forcément ça marche. Aujourd'hui, nous deux, ça fait 13 ans. 13 ans, pas toujours de bonheur, mais on a eu 2 enfants, on a eu une entreprise et voilà, pour le moment, franchement, ça va. Au niveau organisation avec les mamies, ça va. Pour l'école aussi, les mamies peuvent récupérer les enfants quand nous deux, on est vraiment occupés. Et voilà, mais de toute façon, on savait que le fait d'avoir une entreprise, il y aura tout ça à gérer. Et on avait déjà pesé le pour et le contre dès le départ, en fonction de nos familles, parce qu'au final, c'est pour eux qu'on fait ça aussi. On sait très bien que les temps à venir vont être de plus en plus difficiles. Et donc, si déjà nous, on peut leur laisser quelque chose pour les aider eux, c'est déjà un plus pour nous et pour eux aussi pour l'avenir. Donc on sent que vous avez l'air de bien faire la paire, tant à la maison qu'au travail. Ça a l'air super fluide, c'est chouette. Ça va. On est toujours ensemble, on est mariés, c'est bon. Ça va. Alors, tu nous disais aussi, Vehi, tout à l'heure, que toi, ce qui est important, c'est cette empreinte locale. C'est vraiment d'y intégrer l'identité locale. Pourquoi c'est important pour toi, au-delà de l'évidence qu'on est au Fénois et qu'il faut prendre ça en compte? Et est-ce que du coup, vous vous dites c'est quelque chose qui peut se vendre aussi à l'extérieur? Est-ce que vous envisagez les touristes ou l'export comment vous voyez cet aspect marque locale made in Fénois? Alors moi j'ai toujours été amoureuse de mon film, vraiment dans tous les domaines. Je suis très sur les réseaux sociaux, donc à chaque fois qu'il y a une nouveauté de créateurs locaux, ça m'attire toujours. Donc j'ai baigné dedans parce que j'aime ça.
j'aime aussi les choses à l'international, comme par exemple si on reste dans les sacs, que ça soit d'autres marques de luxe et tout que je connais, oui, ça j'aime, mais je sais pas, c'est notre plus, c'est notre identité, donc voilà, je suis très attachée à ma culture, à mon filmois, et c'est d'ailleurs qui, pour moi, en tant que créateur, peut nous démarquer de tout le monde, en fait. C'est pour ça que, alors, quand je crée un sac, j'ai 3 tailles. J'ai 3 tailles de sac et en fait, je ne refais jamais le même design dans plusieurs fois, en fait. C'est-à-dire que déjà, je propose à la clientèle des modèles uniques pour eux, parce que c'est tellement plus agréable d'avoir quelque chose qui t'appartient, où il n'y a pas d'autres. Voilà, pourtant, j'ai la demande, hein, je veux le même, exactement, mais non, parce que voilà, ça te démarque. Ensuite, les tissus locaux qu'on reçoit, ça change tout le temps, donc forcément, tu ne peux que innover, en fait. C'est pour ça que je ne comprends pas ceux qui copient, parce que tu peux t'inspirer d'un modèle, mais il y a tellement de couleurs, tu as tellement de matériaux que tu peux utiliser que voilà, c'est la richesse qu'on a et je me vois pas utiliser autre chose que ce que je peux trouver dans mon film. C'est juste que des fois, bon, apparemment, il ne faut pas aller sur les plates-bandes des autres, parce que ça, c'est à eux, mais voilà. Il y a une grande possibilité, en tout cas avec la richesse qu'on a, que ça soit... voilà, si je reste encore dans la confection de sac, tu as le peoré. J'allie le simili-cuir parce que la différence avec le peoré, c'est quelque chose de végétal. Donc au final, ça va pourrir. Donc je me suis dit, je vais aller sur du simili-cuir que tu trouves en magasin ici. Je n'exporte pas. Non, je n'exporte pas. Je n'importe pas. Voilà, je me sers de... Voilà, je fais marcher le marché local. Du coup, je me fournis avec ce que je trouve en magasin chez nous. Après, pour un projet à venir, j'ai d'autres matériaux que je veux utiliser en faisant attention justement de ne pas faire comme les autres. Mais voilà, parce qu'il y a une grande richesse. Donc, pour le moment, je ne suis pas intéressée d'aller chercher à l'extérieur. Okay. Par contre, on a de la demande qui vient de l'extérieur. Ah, oui. Ça nous arrive d'en exporter justement hors du territoire polynésien. Je crois que le plus loin qu'on a livré, c'est Canada. Ah, comment? Voilà, alors, on a un partenariat avec une de la Calédonie, Ohana Spirit. On a une qui est sur Raiatea aussi, Rarumat Acre Vie. Et il y en a une, je crois, c'était d'Italie qui voulait, mais le fret, il était trop cher. C'est ça. Ouais, c'est ça le problème aussi. On a de la demande, même à Wallis, en France, mais c'est le fret. C'est le fret qui est trop cher. Voilà, je ne veux pas vendre un truc qui va coûter 2 fois plus cher, arriver là-bas, ça ne sert à rien du tout. Donc pour le moment, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas ce besoin de... Mais il y a un potentiel après. Oui. Ok, super. Ça va faire la parfaite transition juste après la pause où on parlera un petit peu du futur et de vos projets à venir. Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode, toujours à la presqu'île de Tahiti, en compagnie de Reinui et Vehi de Whenua Wahine Design. Alors, on va vous poser une question très traditionnelle dans ce podcast, mais donc je vous donne 3 questions, vous me répondrez rapidement, optimiste, pessimiste, à chacune des questions, et puis après on rentrera dans les détails. Ok ? Donc, votre futur personnel, optimiste ou pessimiste ? Optimiste. Ok. Le futur de votre entreprise ? Optimiste. Ok. Le futur du Whenua ? Optimiste. Ouais. Ok. Toujours Alors, être positif. dites-nous tout. Pourquoi optimiste sur les 3 ? C'était quoi le premier Le vôtre personnel, ensuite celui de l'entreprise et celui du Whenua. Personnel, juste parce qu'on est ensemble, c'est tout. On est assez optimistes tous les deux. Tant qu'on est ensemble... Franchement, on peut tout, sans vouloir être... on est positif, quoi qu'il arrive, peu importe. Après, au niveau entreprise, positif, optimiste, parce que à chaque fois on arrive à rebondir, à chaque fois on arrive à innover. Et tant que ça continuera comme ça, je pense qu'on est des gens passionnés. Voilà, parce que qu'importe, je pense, dans quoi on veut se lancer, si on s'en sent capable, ça peut que marcher. Elle est passionnée par ça et moi je suis passionné par elle, donc ça va. Ça se complète bien.
puis j'imagine que comme beaucoup d'autres entrepreneurs qu'on a pu voir, quand tu te lances pendant le Covid, c'est un bon test de durabilité. Tu as passé ça, tu peux passer le reste. Normalement, oui. C'est un bon challenge. Exactement. Et le futur du Fénois alors? Même si c'est un peu gris, pareil, c'est comme le temps, le soleil finit toujours par briller, donc pour nous, il faut rester optimiste. Okay. Et dans ce contexte, du coup, comment vous voyez l'évolution de l'entreprise? On va dire dans 5 ans, admettons, si vous pouvez imaginer à quoi ressemblera l'entreprise, ça peut être quoi? Déjà peut-être ouvrir une autre boutique plus sur Papeete, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi là-bas. Et si nous deux de notre côté, on veut développer d'autres branches à côté justement par rapport à l'entreprise, ça va devenir compliqué pour faire des livraisons. Et donc avoir un pied à terre à Papeete, ça serait pas mal aussi, quoi. Voilà, par rapport à ça. Après embaucher aussi, de pouvoir embaucher, de pouvoir peut-être commencer aussi à déléguer certaines tâches qu'on peut ne pas faire nous. Mais c'est vrai qu'en tant que créateur, généralement on veut être là quand un produit sort, de A à Z, on veut être là. Donc c'est assez compliqué aussi, mais c'est de pouvoir embaucher. Quand c'est ta marque, ton produit, c'est dur de le laisser à quelqu'un pour le faire, j'imagine. Et en fait, tous les deux, on est vraiment très perfectionnistes, en fait. Donc, on aura toujours un regard sur... même si on commence à déléguer la confection et tout, mais ça va être toujours très pointu, on va dire. On est obligé, on a un regard pour éviter que le client vienne à se plaindre, vienne à... Voilà. Pour maintenir les standards de la marque. C'est ça, c'est ça. Donc après, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai qu'on a d'autres projets où on aimerait être un peu plus tranquille en famille. J'ai envie de dire de créer un genre de bed and breakfast, donc d'avoir un terrain et de créer des petits modules de bungalow avec notre essence, on va dire, notre marque, et toujours mettre en avant notre Fénois. Donc vraiment un concept complet au-delà de l'aspect... c'est vrai qu'on va pas se limiter à ce qu'on fait déjà. On veut faire beaucoup d'autres choses, mais au final, pour pouvoir profiter en famille. Ça, c'est... Dans 5 ans, en tout cas, j'aimerais bien que ça soit comme ça. Trouver le bon équilibre. Voilà, un équilibre entre être son propre patron et pouvoir jouir de la vie en famille, voyager. Travailler, avoir une entreprise, c'est bien, mais si tu n'as pas la famille, tu n'as pas de temps avec la famille, franchement, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que l'entrepreneur, justement, c'est pas la meilleure façon de trouver cet équilibre parce que vous organisez votre vie comme vous voulez? C'est ça. Aujourd'hui, en faisant ça, en ayant quitté mon travail, je vois beaucoup plus mes enfants, je peux les emmener à l'école, je peux les récupérer à l'école et franchement, c'est que du bénéfice. C'est que du bénéfice. Excellent. Franchement, on sent votre passion et votre motivation et ça fait plaisir à voir. Alors, du coup, pour les gens qui écouteraient cet épisode et qui sentiraient cette passion et qui se disent disons, ça a l'air fun d'être entrepreneur, si vous aviez quelque chose à leur partager, un conseil, une recommandation ou juste quelque chose, un message à leur faire passer, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Déjà, comme on le dit depuis le début, être passionné. Ouvrir une entreprise dans un domaine où tu es vraiment passionné. Parce que si tu ouvres pour ouvrir juste pour un job, à un moment donné, s'il n'y a pas la passion, ça va lâcher. Alors que si tu es passionné, franchement, même si tu as des petits coups de down, le fait d'être passionné, justement, ça va te raviver encore pour pouvoir continuer encore plus dedans, quoi. Voilà, j'apporterai juste une précision. Être passionné, c'est pas être talentueux. Non, c'est juste que tu sais pourquoi tu démarres, tu sais ce que tu veux dans la vie, en fait. Chacun a un but, chacun a des désirs. Mais je pense que le fait de pouvoir créer quelque chose, déjà, c'est comme un petit bébé, c'est à toi, donc tu fais attention, tu fais pas n'importe quoi, tu le fais pas juste comme ça, parce que si tu le fais juste comme ça, arrivé à un moment, le feu il va s'éteindre, il faut pouvoir le rallumer. Donc si déjà tu sais pas pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu veux faire, arrivé à un moment, voilà, tu vas t'arrêter. Et moi, si j'ai un conseil à dire, c'est de vivre, c'est d'être passionné, c'est de vivre positivement, c'est que
Il y aura des défis, ce ne sera pas toujours facile, mais voilà. Moi, je dis encore, là, le soleil finit toujours par briller. Il y aura de la pluie de temps en temps, c'est bien parce que ça rafraîchit, mais... Comme aujourd'hui. Voilà, ça te booste. Voilà, faut juste se relever, il faut juste regarder tout autour. Et forcément, on trouve quelque chose qui passionne les gens. Ce que j'entends dans votre description de la passion, c'est aussi beaucoup la persévérance. C'est-à-dire de dire, voilà, comme tu dis, tu sais pourquoi, donc quand tu as les moments d'âme, comme tu dis, inouïs, c'est-à-dire, c'est pas grave, je continue, j'y vais, je serre les dents, c'est ça, c'est un peu comme ça que vous le voyez. C'est persévérer et surtout aussi être discipliné un peu, de ne pas se laisser, parce que la motivation, tu l'as pas dès que tu te réveilles, c'est dans la journée, voilà, faut que tu sois clair avec toi-même, il faut que tu saches ce que tu veux déjà. Après, il faut que tu te motives personnellement. C'est pas les autres qui vont te motiver, c'est toi qui dois te motiver, c'est toi qui dois aller chercher ce que tu veux. Donc il faut quelque part ne pas être dépendant de ça. Il faut avoir ton propre why, comme on dit, le pourquoi. Pourquoi voilà. Il faut vraiment avoir le bon pourquoi, le bon why, et puis dès que tu l'as, tu te dis ça chaque matin en te réveillant. Si tu as un down, tu te dis pourquoi je fais ça déjà, c'est à cause de ça, c'est parce que je veux ça au final, et puis tu vas. Après, et peut-être le bon partenaire aussi. Oui. C'est mieux, hein? Oui, c'est mieux. Mais après, que tu aies un partenaire ou que tu sois seul dans ton objectif à atteindre, il faut sauter le pas. Je dirais pas il faut laisser parler les gens, on s'en fout. Non, justement, il faut prendre les critiques, qu'elles soient bonnes ou pas, pour justement améliorer aussi. Améliorer et faire en sorte que, au bout du compte, tu sois encore plus fier de ce que tu as accompli, de ce que tu as décidé d'entreprendre au départ. Ouais, entrepreneur, c'est plus c'est du mental. Tout va démarrer de là, de ton mental en fait. Comment tu es aujourd'hui. Il arrive que des fois, voilà, t'es down, c'est ok, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je fais rien. Mais tu peux pas ne rien faire toute ta vie, tu vois. Donc, arrivé à un moment, il faut relever les manches et y aller. Qu'importe ce que tu veux faire, mais parce qu'il y en a qui vont lancer une entreprise dans la restauration et tout. Voilà, je pense que ça vient de toi. C'est toi que tu dois discipliner, c'est toi que tu dois motiver. Et voilà, tu trouves la motivation partout, dans ce que tu regardes, dans ce que tu lis, dans la nature, en tout cas pour certains. Donc, ouais. Ok, cool. En tout cas, votre énergie est clairement communicative et je pense que ça va motiver plus d'un. Vehi Reinui, merci beaucoup de nous avoir accueillis et longue vie à votre entreprise et à tous vos projets. Maruru à vous. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré par Philippe dans les locaux de Fenuava Hine Design en compagnie de Reinui et Vehi, fondateurs de cette entreprise. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!